Bienvenue dans le règne de la vie éternelle telle que la concevait la Chine ancienne. Nous allons découvrir les splendeurs des pyramides secrètes de Chine. Mais ces sépultures majestueuses qui célébraient la puissance des dynasties régnantes ont parfois aussi causé leur perte. Nous sommes en Chine, dans la province de Shaanxi. À quelques kilomètres de la ville de Xi'an, c'est une journée ordinaire qui commence sur l'un des grands axes du pays. Jusqu'à ce que la route ne se transforme en piste d'envol. Pendant 45 minutes, des scientifiques vont piloter un petit drone au-dessus des champs de la région. Puis, ils vont le ramener au sol. À l'intérieur, un appareil photo qui va livrer ses précieux clichés. Des clichés révélant la présence de vestiges d'un autre monde. Un monde disparu depuis bien longtemps. Ce sont des centaines de tumuli comme celui-ci qui s'élèvent dans toute la campagne autour de Xi'an. Certains sont de taille moyenne, d'autres carrément gigantesques. Si on ignore ce qu'ils contiennent exactement, en revanche, on sait très bien qui ils abritent. Il s'agit d'empereurs, de généraux, de nobles, des individus parmi les plus riches et les plus puissants que le monde ait jamais connus. Il y a 2000 ans, ces terres ont été le théâtre d'affrontements qui ont conduit à la chute de puissantes dynasties. Elles ont résonné des rires des hauts dignitaires qui profitaient de tous les plaisirs de la vie. Elles ont aussi résonné du labeur de milliers d'ouvriers qui ont construit ces gigantesques pyramides. Des monuments en l'honneur d'un monde sur lequel la mort elle-même n'avait pas de prise. Ces tombes étaient des symboles de pouvoir, de richesse et de légitimité politique. Elles témoignent de la façon dont ces dignitaires ont vécu, et ce pour l'éternité. Si on veut schématiser, c'était « j'ai le plus grand tombeau, donc je suis le plus fort ». La mise au jour de ce type de sépulture est toujours un moment exceptionnel, surtout pour une historienne de l'architecture comme Tonya Ekfeld. Si ces pyramides recèlent encore de nombreux mystères, une chose est sûre. Leur construction a représenté un travail titanesque. Pour satisfaire aux exigences de leur empereur, les architectes ont dû faire excaver des millions de tonnes de terre, puis creuser des fosses de plusieurs dizaines de mètres de profondeur avant de les recouvrir d'un tumulus monumental. Comment ont-ils réussi cet exploit? Aujourd'hui, le sol nous livre la macabre réponse à cette question. Le prix à payer pour la construction de ces monuments à la gloire des puissants se chiffre en milliers de vies humaines. Un prix contre lequel le peuple chinois s'est régulièrement rebellé. Durant près de 1000 ans, ces projets pharaoniques ont contribué à asseoir le pouvoir des différentes dynasties chinoises. Mais ils ont aussi contribué à leur chute.
C'est ainsi que le plus grand de tous ces tombeaux a aussi été le plus destructeur. Nous sommes en l'an 246 avant Jésus-Christ. La Chine en tant que pays n'existe pas encore. À la place, on trouve 7 royaumes qui se font la guerre. Dans l'un d'entre eux, le royaume Qin, un nouveau roi vient d'accéder au trône. Mais il n'a que 13 ans. L'une de ses premières décisions est d'ordonner la construction de sa tombe. Aujourd'hui, on peut être étonné que quelqu'un de si jeune se soucie déjà de sa mort. Mais comme le fait remarquer l'archéologue Charles Hayam, il y a 2000 ans, l'espérance de vie n'était pas la même qu'aujourd'hui. Comment savoir s'il vivrait mieux? Beaucoup mouraient à 20 ou 30 ans, donc il était vital pour lui de s'occuper immédiatement de son immortalité. Pour les architectes, la construction d'un tombeau dépend d'abord et avant tout d'une chose, le choix du lieu. Dans la Chine ancienne, les sépultures de personnages importants étaient bâties en hauteur et la tombe d'un roi se devait d'être la plus haute de toutes. Mais construire en hauteur ne suffit pas. Il faut aussi que les ouvriers puissent creuser le site sur des dizaines de mètres de profondeur. La décision est prise de construire la tombe du jeune souverain à 90 km de la capitale royale, sur les flancs du mont Li. Mais ce que les architectes ignorent alors, c'est que la sépulture qu'ils s'apprêtent à bâtir sera l'une des plus imposantes jamais érigées sur Terre. Et l'enfant roi qui l'a commandé, non seulement ne sera pas victime d'une mort prématurée, mais deviendra un souverain à nul autre pareil. Il écrasera ses rivaux lors de guerres sanglantes. Il unifiera leur royaume en un seul empire, l'empire Qin. En français, la Chine. En 221 avant Jésus-Christ, c'est l'homme le plus puissant de cette région du monde. Et il le sait. Il se baptise Qin Shi Huangdi, le premier empereur de Chine. Sa tombe doit donc refléter ce qu'il a été et ce qu'il a accompli. Il n'y a pas de meilleure façon de projeter son pouvoir illimité que de se faire construire le plus grand mausolée, la plus grande pyramide qui soit. Les concepteurs de son tombeau vont devoir prendre en compte le récent triomphe de leur empereur. Ils ne peuvent pas se contenter de lui créer une sépulture digne d'un roi. Il leur faut bâtir un monument digne de l'homme le plus puissant que le pays ait jamais connu. Par chance, ils travaillent déjà sur un projet extrêmement ambitieux. Une tombe qui, des siècles plus tard, va stupéfier ses découvreurs. 1977. Des archéologues chinois mettent au jour la sépulture d'un noble du nom de Zheng Huyi, mort environ 200 ans avant l'empereur. La découverte est unique à plus d'un titre. Les tombes retrouvées jusque-là étaient de simples puits. Mais celle de Zheng Huyi est un véritable palais souterrain. Elle comporte différentes pièces dont les murs sont percés, ainsi que les parois du cercueil, pour permettre à l'âme du défunt de se déplacer en toute liberté dans sa demeure éternelle. 200 ans avant que le tombeau de l'empereur ne soit construit, un nouveau concept de sépulture apparaît.
Il ne s'agit plus de construire une simple tombe, mais un vrai palace constitué de plusieurs pièces, chacune avec sa fonction propre, où le défunt pourra vivre ad vitam aeternam. Il fallait que la tombe de ces grands hommes puisse satisfaire à toutes leurs exigences. Pour occuper Zheng Huyi dans l'au-delà, il ne faut pas moins d'un orchestre et de 10 tonnes de vaisselle en bronze. Pour moi, toute cette vaisselle, ces services à vin, tous ces plats font partie des plus belles et des plus spectaculaires pièces de bronze de cette époque, si ce n'est les plus belles. La musique et la nourriture ne sont pas ses seules distractions. Les archéologues ont également découvert les squelettes de 8 jeunes femmes dans sa tombe. Sans doute des concubines exécutées à sa mort pour lui tenir compagnie dans l'éternité. Deux siècles après la mort de Zheng Huyi, les architectes entament donc la construction de la tombe de l'empereur. Il s'agit du plus grand palais souterrain jamais bâti en Chine. Selon l'archéologue Wang Shuili, les architectes n'ont pu entreprendre son édification qu'après avoir résolu un problème de taille. Un problème qui risque de compromettre tout le projet. Nous sommes dans une zone où s'écoulaient toutes les eaux du mont Li. Il y a 5 cours d'eau sur ce mont et tous passaient par la tombe de l'empereur. Tous les 5 ans à la saison des crues, le niveau des eaux montait. Le mausolée risquait donc d'être inondé. Avant d'entreprendre les travaux de construction, il faut impérativement détourner ces cours d'eau. Ces automobilistes ne le savent sans doute pas, mais ils circulent sur la solution trouvée par les architectes il y a plus de 2200 ans. Je me trouve sur un barrage de 300 mètres de long, d'une quinzaine de mètres de haut, et à son sommet, il était large de 20 à 75 mètres. Il a été construit avec la terre provenant des fossés qui ont été creusés pour détourner les cours d'eau. Pour les architectes, la construction de ce barrage n'est qu'une mise en train. Maintenant que l'eau ne menace plus la tombe, il leur faut creuser le site sur plusieurs mètres de profondeur pour construire le palais souterrain. Des années plus tard, lorsque l'empereur mourra, le palais sera recouvert d'une montagne artificielle. Par chance, elle sera faite d'un matériau remarquable. Aujourd'hui, la terre est encore facile à trouver, facile à travailler et très bon marché. En Nouvelle-Zélande, John Chia, un étudiant en ingénierie, est en train de se construire une maison. Elle n'est pas en briques, en bois, ni en pierre. Elle est en terre. Il faut faire attention et tasser au fur et à mesure. John et son équipe sont des bâtisseurs issus d'un mouvement mondial qui veut remettre les constructions en terre au goût du jour. Malgré son apparence, la terre est un matériau très solide. Les constructions en terre durent des centaines, voire des milliers d'années. Comme le prouvent les portions les plus anciennes de la Grande Muraille de Chine qui sont encore debout de nos jours.
Ils utilisent des techniques simples mais efficaces qui n'ont pas changé en 2000 ans. On mélange. Que ce soit pour une maison actuelle en Nouvelle-Zélande ou pour la Grande Muraille de Chine, la construction en terre dépend de 2 règles d'or. La première, il faut ajouter un liant à la terre pour ne pas qu'elle se craquelle et tombe en morceaux. Arrose en petite pluie, légèrement, mais partout. Les bâtisseurs d'aujourd'hui utilisent des fibres de lin cultivées à proximité. Les bâtisseurs chinois de l'Antiquité se servaient d'un liant tout aussi facile à trouver. Les Chinois utilisaient du riz gluant pour lier la terre, ou alors du fumier. Deuxième règle d'or, bannir l'eau. Dans un mur en terre, l'eau va s'accumuler dans les poches d'air et transformer la terre en boue, qui risque de geler et de se dilater, entraînant la chute du mur. Et pour éliminer toutes les poches d'air, il n'y a qu'une seule façon de procéder. Il faut tasser la terre jusqu'à ce qu'elle devienne aussi dense que du béton. Si j'en juge par ce que je vois, ils ont fait du bon travail. Le mur est bien lisse et très compact au toucher. Donc, notre méthode de tassage est efficace. Une méthode que les bâtisseurs chinois eux-mêmes n'auraient pas reniée. À Xi'an, les archéologues sont en train de mettre au jour la tombe d'un ancien général chinois. Ces murs en terre tassée ont près de 2000 ans d'âge et ils sont toujours aussi solides. Le secret de ces constructions en terre, c'est de procéder par petites couches et de tasser très soigneusement pour les rendre extrêmement durs. C'est ce qui fait que c'est très stable. Ici, on voit bien la structure du mur. On distingue les nombreuses couches, entre 25 et 30. Rien que sur ce petit pan de mur que les archéologues ont limité. Chaque pan a été tassé séparément. Il a dû falloir des centaines d'hommes et des mois de travail pour construire ce tombeau selon cette technique. C'est quasiment aussi dur que du béton. Au total, ce sont des centaines de couches qui composent la tombe de ce général. Et elle est minuscule comparée à celle du premier empereur de Chine. Cette dernière est coiffée d'une pyramide de 350 mètres de côté et haute de 50 à 70 mètres qui a nécessité plus de 3,5 millions de tonnes de terre. Et ce, uniquement pour la tombe proprement dite. Car le complexe mortuaire s'étend sur près de 6000 hectares, ce qui en fait l'un des plus vastes au monde. La sépulture en son centre n'a jamais fait l'objet de fouilles, mais d'anciens récits font une description grandiose de la chambre mortuaire. Le toit brille de l'éclat des constellations célestes. Le sol est une réplique du royaume impérial avec ses rivières et ses océans recréés en mercure. Des modèles réduits de tous ces palais attendent l'âme du souverain qui dispose de tout ce dont il aura besoin pour exercer son règne dans l'au-delà. Ces descriptions ne mentionnent pas ce qui se trouve à l'extérieur du mausolée, dans 3 fosses situées à quelques centaines de mètres de la sépulture. Une armée de 8000 guerriers en terre cuite. Non loin de là, on trouve de magnifiques statues de jongleurs, d'acrobates, de dignitaires, des chariots et des chevaux avec leurs palefreniers. Tout l'univers impérial reproduit en bronze et en terre cuite. Une innovation qui rompt avec une funeste tradition.
Avant le premier empereur, les dirigeants n'hésitaient pas à sacrifier des êtres humains pour les servir après la mort. Mais le nombre de personnes qu'il aurait fallu mettre à mort pour peupler ce complexe aurait été trop considérable. À l'époque du premier empereur, il n'était plus question de sacrifier des régiments entiers. Des statues faisaient parfaitement l'affaire. Le sort des concubines est différent. Des récits de l'époque relatent que l'empereur a emmené avec lui dans son tombeau toutes ses concubines sans enfants. En 2005, des archéologues ont découvert des preuves allant dans ce sens. Ils ont localisé une chambre de 80 mètres par 50 sous le tumulus. Elle est entourée d'un mur de 150 mètres de long et de 125 mètres de large. Les scientifiques ont également découvert de fortes concentrations de mercure dans le sol de toute la zone. Autant d'éléments qui suggèrent la présence de concubines à cet endroit. Mais il subsiste des zones d'ombre quant à la construction de ce tombeau. Et elles ont donné lieu à des théories diverses pour expliquer les mystères non résolus à ce jour. D'anciens écrits rapportent qu'une fois terminé, le tombeau de l'empereur mesurait 115 mètres de haut, soit 2 fois plus qu'aujourd'hui. Sa base devait donc mesurer 500 mètres de côté, ce qui signifie que la tombe devait être 5 fois plus grande qu'elle ne l'est actuellement et 4 fois plus grande que la pyramide de Khéops en Égypte. Si elle était aussi grande à l'origine, comment expliquer sa taille actuelle? De nombreux spécialistes pensent que 2000 ans d'intempéries ont érodé l'énorme tumulus. Mais il existe une autre théorie. Certains experts pensent que le tombeau n'a jamais été terminé. Mais pourquoi l'homme le plus puissant de Chine aurait-il ordonné la construction d'une sépulture qui n'aurait pas été achevée? Dans ce verger de grenadiers près de la tombe, l'archéologue Zhang Zhongli a peut-être trouvé la réponse à cette question. Il y a énormément d'ossements ici. Ça, c'est un fémur ou un tibia. Il y a un crâne juste ici. On voit même les dents. Donc le corps doit reposer dans ce sens. La tombe de l'empereur ne s'est pas simplement bâtie avec des tonnes de terre. Elle a aussi été construite sur des milliers de vies humaines. On ne sait pas combien de squelettes il y a ici. Ils sont tous mélangés. Je pense qu'il y en a un ici et un autre là. Ce ne sont pas des tombes individuelles. C'est un charnier. Qui étaient ces anonymes? Une fresque contemporaine les représente non loin de là. En unifiant la Chine, l'empereur a eu à sa disposition la plus grande quantité de main-d'œuvre de toute l'histoire du pays. Une main-d'œuvre qu'il a enrôlée pour la construction de son tombeau. Aujourd'hui, ceux qui viennent visiter le site considèrent ces hommes comme des héros sacrifiés. Mais leurs ossements racontent une toute autre histoire. Regardez ce crâne. Les dents indiquent que cet individu avait une trentaine d'années. Il est mort à la tâche dans des conditions très difficiles. Même pour des hommes dans la force de l'âge, ce chantier était un véritable enfer.
Les ouvriers travaillaient de l'aube au crépuscule. Traités sans ménagement, manquant de sommeil et de nourriture, ils mouraient par milliers. Quand un ouvrier mourait, son corps était jeté dans une fosse commune. On a retrouvé des couches d'os de plusieurs centimètres. Les guerriers en terre cuite ont été ensevelis avec plus d'égard et de dignité que les ouvriers qui ont travaillé jusqu'à la mort. Les archéologues ont retrouvé la plupart de ces hommes dans des fosses anonymes. Mais un groupe d'individus a été retrouvé entravé par des fers dans des tombes individuelles. Dans chacune, on a retrouvé une plaque en terre avec le nom du défunt et sa ville d'origine. En quoi ces hommes étaient-ils différents? Les ouvriers qui travaillaient ici venaient de milieux différents. Ceux qui pouvaient se payer une plaque avec leur nom et leur adresse venaient souvent de milieux plus favorisés. Et ils étaient là pour rembourser une dette. Ces débiteurs trimaient aux côtés de criminels, d'esclaves et de citoyens ordinaires. Ces derniers devaient faire don d'1 an de travail pour la construction du tombeau de leur souverain. Mais beaucoup resteront sur le chantier bien plus longtemps. L'empereur pouvait prendre n'importe quel prétexte pour allonger la durée de travail des citoyens. Et beaucoup ne pouvaient pas rentrer chez eux. Cette tombe est très impressionnante, aussi bien par sa beauté que par son caractère novateur et exemplaire. Mais elle a aussi un aspect sinistre de par les souffrances qu'elle a provoquées. Le coût de cet ouvrage ne se compte pas qu'en vies humaines. Aucun souverain chinois n'aura dépensé autant d'argent pour la construction de son tombeau. Et cette démesure aura des conséquences fatales. Le premier empereur s'éteint en 210 avant Jésus-Christ. L'année suivante, le peuple chinois se révolte. 3 ans plus tard, le successeur de Qin Shi Huangdi est assassiné. Au final, sa dynastie n'aura duré que 15 ans. Dans le chaos ayant suivi la mort du premier empereur, il est possible que sa tombe n'ait jamais été achevée. Ce qui expliquerait pourquoi elle n'est pas aussi grande que prévu. Construit pour proclamer la grandeur de la dynastie Qin, ce mausolée aura finalement provoqué sa chute. Cependant, la plus grande réussite de l'empereur, son unification de la Chine, a perduré jusqu'à nos jours. De nouveaux dirigeants hériteront de son empire et devront eux aussi faire face à ce redoutable dilemme. Comment construire de majestueuses sépultures sans détruire leur dynastie? Nous sommes en 202 avant Jésus-Christ. 8 années sanglantes se sont écoulées depuis la mort du premier empereur. Un chef de guerre d'origine paysanne fonde alors une nouvelle dynastie, la dynastie Han. Le mode de gouvernement des Han est beaucoup moins spectaculaire, agressif et totalitaire que celui du premier empereur. Mais l'ombre de Qin Shi Huangdi plane toujours sur la nouvelle dynastie. Son gigantesque tombeau continue à dominer le paysage, attendant d'être égalé par celui du nouveau souverain. Le premier empereur Han veut un mausolée aussi impressionnant que celui de Qin Shi Huangdi. Tout le défi pour lui est de savoir comment y parvenir sans saigner son peuple à blanc. Plusieurs générations d'empereurs Han vont devoir relever ce défi et ils choisiront de faire construire leur tombeau au nord de la capitale impériale.
une région qui n'a pas été choisie par hasard. Ces tombes se dressent entre l'Empire Han et le territoire de ses ennemis jurés, les Huns. Régulièrement, ces nomades assoiffés de sang descendent des plaines du Nord pour faire main basse sur les richesses de la Chine. Les souverains Han décident donc de faire construire leur mausolée dans une zone qui leur permettra également de défendre leur empire. Ces tombes sont un symbole de puissance, aussi bien sur le plan architectural que spirituel. Si l'esprit des empereurs survivait éternellement, comme les Chinois le pensaient, alors ils étaient autant de forces protectrices pour les Han qu'ils résident dans la capitale ou au-delà. Ces tombes offraient plus qu'une protection symbolique. C'étaient également des avant-postes militaires. Dans un tombeau baptisé Yangling, l'archéologue Jiao Nanfeng a retrouvé des vestiges défensifs. Le village voisin possède encore des murs en terre tassés datant de la dynastie Han. À l'origine, c'était une ville fortifiée, bâtie en même temps que la tombe impériale. À l'ouest de l'endroit où nous sommes se trouve la ville qui a été créée à l'occasion de la construction du tombeau. On a découvert qu'elle s'étendait sur 1,2 km d'est en ouest et sur 800 mètres de large du nord au sud. À l'époque, la ville compte 100 000 habitants venus bâtir le mausolée. Ce sont eux qui prennent les armes lorsqu'il faut défendre le pays contre les raids des Huns. Ces nomades ne sont pas la seule menace que l'Empire doit affronter. Ils possèdent aussi de redoutables ennemis à l'intérieur même de ses frontières. Il s'agit souvent de nobles qui possèdent leur propre armée et qui constituent autant de rivaux potentiels au trône impérial. L'empereur confiait généralement la construction de son tombeau à un ou plusieurs de ses puissants aristocrates qui ne pouvaient refuser l'honneur qui leur était fait. Ils devaient donc partir s'installer dans la ville bâtie pour l'occasion. En contrepartie, la cité était exonérée de taxes. Mais l'empereur était le grand gagnant de l'opération, car cela lui permettait d'éloigner ses rivaux et de les couper de leur armée. En éloignant de la capitale ces seigneurs locaux, l'empereur reprenait l'avantage. Ses rivaux perdaient de leur pouvoir, ce qui renforçait celui de l'empereur. La taille des mausolées de la dynastie Han laisse supposer qu'ils contiennent de véritables merveilles. Mais nous n'en aurons peut-être jamais la confirmation, car rares sont les tombeaux qui ont été fouillés. Ces empereurs sont les ancêtres du peuple chinois. Donc, faut-il profaner leurs sépultures et fouiller leurs tombes pour savoir ce qu'elles contiennent? Ou faut-il les laisser, comme ils l'auraient souhaité, reposer en paix pour l'éternité? Le dilemme est intéressant. Les archéologues ont cependant ouvert les tombeaux de princes de la dynastie Han. Et ils y ont découvert un univers étonnant, conçu pour une vie après la mort. À environ 850 km de la tombe impériale de Xi'an, se trouve la grande ville de Suzhou. Durant la dynastie Han, la région était dirigée par des parents de l'empereur. Aujourd'hui, on peut visiter leurs tombeaux. Ces luxueuses demeures souterraines n'ont souvent rien à envier au palais où les princes résidaient de leur vivant. L'un d'entre eux, le mausolée de Beidangshan, est la reproduction d'un palais impérial. Construit dans une colline, il comporte cuisine, garde-manger, salle de bain et toutes les commodités auxquelles le souverain est habitué.
Cette pièce était pour les festivités, pour danser, pour s'amuser. Imaginez de la musique et d'interminables banquets. Ici, le prince pourrait se divertir éternellement. Tout autour de cette salle, il y a les autres pièces indispensables à son style de vie. Dans l'une de ces pièces, un trou dans le sol ne laisse aucun doute quant à son utilité. Dans une tombe voisine tout aussi vaste, celle de Guishan, on trouve une version encore plus élaborée de ce lieu d'aisance. À la différence de Beidongshan, le mausolée Guishan a été creusé dans la roche. Un exploit qui démontre le savoir-faire des anciens bâtisseurs de tombeaux. Le tunnel d'accès à la tombe Guishan est long de 56 mètres. Mais il a été construit avec une telle précision qu'aujourd'hui, un rayon laser peut le traverser sans rencontrer le moindre obstacle. Les eaux de ruissellement auraient pu finir par détruire cette tombe. Mais c'était sans compter sur l'ingéniosité des architectes qui ont su transformer ce problème en avantage. Les bâtisseurs avaient tellement à cœur de bien faire les choses pour leur prince qu'ils ont décidé de récupérer cette eau qui ruisselle. Ils ont donc creusé un réservoir dans lequel l'eau s'accumule. Comme les domestiques du prince allaient en avoir besoin pour faire la cuisine et la vaisselle, ils en auraient un stock inépuisable à portée de main. Mais pour bien profiter de la vie après la mort, un souverain a besoin de plus qu'une tombe idéalement conçue. Il lui faut également un magnifique costume funéraire composé de centaines de morceaux de jade destinés à préserver éternellement son corps. Les textes de l'époque expliquent que les embaumeurs de la dynastie Han faisaient tout pour que les corps des aristocrates traversent les siècles intacts. Et ils ne sont pas loin d'avoir réussi. En 1971, des ouvriers creusant un tunnel dans la ville de Changsha ont fait une remarquable découverte archéologique. Une tombe construite lors du IIe siècle avant Jésus-Christ au cours de la dynastie Han. Elle contient des statues de serviteurs, des instruments de musique et des paniers de nourriture. Mais ce n'est rien comparé à ce que les archéologues découvriront dans le cercueil. Le corps d'une noble du nom de Shinzui, morte plus de 100 ans avant la naissance du Christ. Pourtant, son corps est si bien conservé que les médecins légistes chinois ont pu l'autopsier comme un cadavre récent. Personne ne peut expliquer comment cette femme est devenue l'une des momies les mieux préservées au monde. Mais certains scientifiques pensent que cela est dû au savoir-faire des bâtisseurs de tombes de l'époque. Car un corps protégé de l'air et de l'eau se décompose moins vite. La dépouille embaumée a été enterrée dans un tombeau à 20 mètres de profondeur. Elle a préalablement été enveloppée de 20 couches de soie. Puis elle a été placée dans 4 cercueils gigognes, chacun scellé par de la laque. La sépulture a ensuite été placée dans une chambre funéraire en bois, recouverte d'1,5 mètre de charbon et de plus d'1 mètre d'argile blanche très dense. Tout cela a maintenu le corps à l'abri de l'air et de l'eau. Ce qui fait dire aux spécialistes que cette tombe était destinée à permettre à Shinzui de traverser les âges. Les Han recouvraient aussi les tombeaux de sable et de gravier, car les éléments n'étaient pas les seuls dangers qui menaçaient ces sépultures.
Dans la Chine ancienne, les pilleurs de tombes représentaient la menace ultime pour le repos de l'âme des défunts. Certains tombeaux comportaient des inscriptions censées décourager les voleurs. Celle-ci, retrouvée dans la tombe Guishan et qui date de 2000 ans, conseille aux éventuels voleurs de ne pas se donner la peine d'aller plus loin, puisque le tombeau ne recèle rien de précieux. Mais cela ne l'a pas empêché d'être pillé. Si l'on en croit l'archéologue Zhang Jianlin, le sable et le gravier étaient plus dissuasifs que les inscriptions, car les voleurs ne pouvaient pas creuser de galeries dans ces matériaux meubles. Quand les pilleurs essayaient de faire un trou, le sable et le gravier s'éboulaient continuellement. Donc ils ne pouvaient pas creuser bien profond. Une technique qui a bien fonctionné pour cette tombe. La sépulture de ce général Han dispose d'une armée de soldats en terre cuite qui n'a pas été pillée. Mais ces guerriers de la taille de poupée sont bien moins imposants que les guerriers grandeur nature du premier empereur. Leurs armes sont des jouets, à la différence des vraies armes des soldats de Qin Shi Huangdi. Là, on voit que les dirigeants Han étaient beaucoup plus avisés. On est loin de la débauche de moyens de la période Qin. Les tombeaux des Han étaient peut-être moins coûteux en argent, mais pas forcément en vies humaines. Les archéologues ont fait une découverte montrant que les ouvriers étaient traités avec autant de cruauté. Ces fers étaient encore attachés aux squelettes des hommes qui les portaient. L'archéologue Chen Bo nous montre comment il fonctionnait. Les deux fers ronds étaient pour les poignets, et ils sont très semblables à des menottes. Celui avec la tige en fer était destiné à être mis autour du cou des esclaves. Comme la tige appuyait sur la colonne vertébrale, les hommes étaient obligés de travailler courbés. Ils ne pouvaient pas se mettre droit, ce qui les empêchait de s'enfuir. Au fil des siècles, il y a eu des soulèvements sur les sites de construction de ces tombes. Il arrivait que des ouvriers jettent des pierres au contremaître, se livrent à des dégradations ou essaient de s'échapper. En 220 après Jésus-Christ, au bout de 4 siècles de domination sans partage, la dynastie Han prend fin. Les empereurs qui suivront devront à leur tour trouver comment faire bâtir des tombeaux grandioses sans mettre en péril leur trône. Une dynastie parviendra à combiner les deux grâce à une solution ingénieuse qui garantira la grandeur impériale sans martyriser la population. En 600 après Jésus-Christ, la Chine émerge enfin de plusieurs siècles de chaos politique. Pendant 300 ans, les empereurs de la dynastie Tang vont conduire le pays sur la voie de la prospérité et du raffinement. Durant la dynastie Tang, la Chine est le pays le plus avancé du monde. La capitale, très prospère, compte plus d'1 million d'habitants. Il y a un brassage de cultures, des voyageurs viennent ici du monde entier. Le pays est bien relié au reste de l'Asie et à l'Europe grâce à la route de la soie. La Chine est riche, éclairée et développée. Les empereurs Tang sont particulièrement conscients du dilemme auquel ils sont confrontés. Seules des tombes majestueuses imposent le respect. Mais si elles sont trop coûteuses et asservissent la population, c'est la rébellion garantie. Comme l'a dit un empereur Tang, le peuple est comme l'eau. Il peut porter votre navire ou le faire couler. Pour ne pas prendre ce risque, les empereurs Tang vont trouver une nouvelle solution pour construire leur tombeau.
On la trouve mise en œuvre ici, à Baling, qui abrite la sépulture d'un empereur du nom de Wen Di. Celui-ci n'a pas voulu d'une tombe coûteuse qui aurait fait souffrir son peuple. Baling n'est pas un tombeau souterrain recouvert de terre. Il a été creusé au cœur même de la montagne. Une solution facile à mettre en œuvre, peu onéreuse et visuellement aussi imposante que les mausolées créés par des milliers d'esclaves. Un grand empereur se doit d'avoir une montagne au-dessus de sa tombe. Ce problème est résolu lorsqu'on construit le tombeau dans la roche. Pour ça, il suffit de creuser un tunnel, ce qui ne demande que quelques dizaines d'ouvriers. Alors que construire une montagne de terre au-dessus d'une tombe exige des dizaines de milliers de travailleurs. Baling révolutionne totalement la construction des tombeaux et tous les empereurs Tang s'en inspireront. L'empereur Wen était connu pour sa sagesse et son savoir. Il se souciait aussi du bien-être de son peuple et était très pragmatique dans son exercice du pouvoir. Voici le mont Jiuzhong, à environ 80 km de la ville de Xi'an. C'est ici que se trouve Shaoling, le tombeau de l'empereur Taizong, mort en 649 après Jésus-Christ. Quelque part sur les flancs de ce mont se trouve l'entrée du tunnel qui mène à la chambre funéraire de Taizong. Mais personne ne sait où elle se situe exactement. D'anciens écrits relatent que les architectes ont construit une passerelle de planches pour creuser la tombe en hauteur afin qu'elle soit inaccessible. À défaut de pouvoir explorer le mausolée de Taizong, on peut entrer dans le tombeau tout proche de sa fille bien-aimée, Changle, morte en 643 après Jésus-Christ, à l'âge de 23 ans. L'univers funéraire de la princesse Changle est beaucoup plus dépouillé que celui des dynasties précédentes. Ici, pas d'armée grandeur nature en terre cuite, uniquement de petites figurines. Pas non plus de cuisine, de salle de banquet ni de toilette. Simplement des peintures rappelant la vie terrestre de la princesse. On ne pouvait enterrer qu'un nombre précis de figurines, 50 ou 70. Et elles devaient avoir une taille de 40 ou 50 cm. La taille variait en fonction du statut social du défunt. Les empereurs Tang savaient que leurs sépultures risquaient d'être pillées, donc ils n'y enterraient pas d'objets de valeur. De cette façon, les tombes étaient moins tentantes pour les voleurs, et l'âme du défunt était donc moins susceptible d'être dérangée dans son repos éternel. Les archéologues finiront sans doute un jour par ouvrir le mausolée du premier empereur. Pour cela, ils devront creuser l'immense tumulus qui recouvre sa sépulture. Et ils réussiront peut-être à localiser l'entrée du tombeau funéraire de l'empereur Taizong. Que découvriront-ils alors? Des dépouilles incroyablement préservées? Des trésors dépassant l'imagination? Ou uniquement ce que les pilleurs auront bien voulu laisser? Difficile à dire. Pour l'heure, nous devrons nous contenter des trésors livrés par quelques-unes de ces tombes qui comptent parmi les plus grandes merveilles de la Chine ancienne.